Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir Natacha Silegui. Merci d'avoir choisi d'être sur ce plateau ce soir pour votre première interview. Le jour de votre arrivée en Polynésie, c'était le 27 mai dernier. Vous avez déclaré qu'il faut une grande proximité entre l'État et les autorités du pays. Près de 4 mois plus tard, comment qualifieriez-vous ces relations entre l'État et la Polynésie française? On ne peut pas imaginer que l'administration de ce pays se fasse dans une conception d'opposition entre l'État et les institutions du pays. Donc j'y veille en permanence et je ne force pas pour le faire car la relation avec Édouard Fritch est excellente. J'estime l'homme, mais je pense important au regard des enjeux que, évidemment, tous les deux nous travaillons au bénéfice de l'intérêt général des Polynésiens. Pour moi, c'est très important. Et c'est vraiment dans cet élan que je souhaite marquer l'action des services de l'État parallèlement à celle du pays. Travailler main dans la main, c'est grâce à cela aussi que la Polynésie est désormais membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Cela a été un long combat, aussi bien du côté de l'État que du pays. Un premier pas sur la scène internationale pour la Polynésie, même si la politique étrangère reste une compétence régalienne de l'État. Quelle est votre position par rapport à ce désir d'une autonomie toujours plus grande ? Je pense d'abord que c'est un succès diplomatique important pour le président du pays, qui avait beaucoup travaillé sur la COP21, qui a lié des amitiés avec les îles avoisinantes. C'est son succès politique aussi. Et s'ajoute à ça une réussite diplomatique effectivement pour la France. C'est d'une certaine façon la reconnaissance que le statut de l'autonomie qui est reconnu à la Polynésie est suffisamment large dans les compétences pour pouvoir admettre la Polynésie comme membre permanent. Le président du pays doit se rendre à l'ONU dans 15 jours. Maintenant, le leader indépendantiste Oscar Temaru a prévu de s'y rendre aussi. La Polynésie, vous le savez, est inscrite sur la liste des pays à décoloniser. Qu'espérez-vous de la part d'Édouard Fritch à New York ? C'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense que ce qui est important, c'est que la majorité polynésienne, qui exprime tout simplement le gouvernement et le président de la Polynésie, puisse faire connaître sa voix à l'ONU. On imagine que l'État préférait qu'Édouard Fritch fasse entendre une autre voix. Que celle d'Oscar Temaru sans doute, mais si vous voulez, c'est une approche politique sur laquelle évidemment le haut-commissaire n'a pas à prendre parti. Simplement, ce que je pense en tout état de cause, c'est que j'ai cru apprendre il y a quelque temps que un pays colonisateur, c'est un pays qui prend beaucoup et qui ne donne rien. Je ne pense pas que la relation aujourd'hui entre l'État et la Polynésie française soit dans cette épure. De cet ordre-là, on a bien compris votre réaction lorsque les responsables de l'Église protestante ont annoncé le mois dernier leur intention de porter plainte contre l'État pour crimes contre l'humanité s'agissant des essais nucléaires. Vous avez été choqué et vous avez rappelé à cette occasion l'importance des mots. Et puis c'est tout, vous en êtes resté là. Pourquoi ne pas avoir porté plainte pour diffamation? L'État a cette réputation qui lui colle à la peau en Polynésie d'être frileux, surtout s'agissant du nucléaire ou des dossiers sensibles en général. Est-ce que vous serez un haut-commissaire qui ose ou qui préfère ne pas se prononcer sur ces sujets sensibles, justement? Pas du tout. Je pense que la frilosité, ça ne s'analyse pas comme ça. Sur le crime contre l'humanité, je ne veux pas du tout stigmatiser les églises qui ont une importance considérable dans ce territoire. J'ai pu le mesurer depuis 4 mois. En revanche, ni l'élément moral, ni l'élément matériel de l'infraction de crime contre l'humanité était établi. La France n'est pas venue en Polynésie pour éliminer les Polynésiens avec les essais nucléaires. Or, le crime contre l'humanité renvoie à ces notions d'extermination, d'élimination. C'est en cela que ma réaction a été évidemment immédiate. Mais après, sur les églises, je n'insisterai pas plus. Il y a une forte impression, imprégnation des églises avec les Polynésiens. Il faut la respecter, car ils sont un vecteur très important de modération, d'apaisement social. Toujours dans le dossier du nucléaire, c'est à la fin de l'année qu'un décret de la loi Morin pour indemniser plus facilement les anciens travailleurs de Moruroa ou leurs familles sera adopté. On verra dans l'hebdo dans quelques minutes que 2 familles doivent être indemnisées selon le Conseil d'État. Et c'est une décision de justice et le tribunal administratif l'a confirmé encore cette semaine. Est-ce que l'État fera appel dans ce dossier ?
Alors déjà sur le décret Morin, c'était pas du tout évident que les choses avancent aussi vite. C'est une déclaration du 22 février du président de la République. Je pense que nous allons avoir des réunions interministérielles dans les prochains jours. Et en effet, comme vous l'avez dit, le décret d'application de la loi Morin va être modifié. Et modifié dans le sens qui avait été indiqué, c'est-à-dire pour une reconnaissance supplémentaire et supérieure des personnes à indemniser. S'agissant de l'appel, il n'est pas encore décidé. Je rappelle simplement que pour les cas où déjà le tribunal administratif a octroyé ou a révisé la décision du CIVEN, l'État, quand il a fait appel, n'a pas forcément gagné. René Vidal, vous restez avec nous. Nous allons regarder ensemble le résumé de l'actualité de la semaine hebdo préparé par Éric Tama et Teiva Ribé. Qui pourrait venir ici se faire caréner. Monsieur le haut-commissaire, votre arrivée coïncide hélas avec l'apparition des premiers fichiers S en Polynésie à Nutania. Vous avez d'abord annoncé qu'il n'y en avait pas, puis qu'il y en avait 3 en prison. Au tribunal de Papeete, il y a 3 jours, un nouvel individu a crié à la Wakbar. Il est lui aussi soupçonné de radicalisation. Ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de fichiers S en Polynésie? Il y en a 3. Il y en a 3. Le 22 juillet, en effet, en visitant les services de sécurité de l'aéroport, qui est la porte internationale de la Polynésie française, j'avais effectivement exprimé le constat qu'il n'y avait pas de fiche S radicalisation sur le Fénois. Quelques jours après, une dizaine de jours après, les services d'administration pénitentiaire me signalaient des comportements très particuliers à Nutania. Et j'ai moi-même contribué à ce que ces 3 détenus soient fichés S. Alors fichier S, ça veut dire essentiellement pour des détenus qui sont particulièrement surveillés par l'administration pénitentiaire. Vous dites qu'il ne faut pas faire de psychose, monsieur le haut-commissaire. Comment la Polynésie peut-elle rester sereine lorsqu'on sait que la majorité des terroristes qui ont commis les attentats en France étaient fichés S? C'est pas tous les terroristes. L'auteur, c'est vrai, mais l'auteur, par exemple, l'auteur de l'attentat qui a fait 86 morts à Nice n'était pas fiché S. Non, ce qui est très important, c'est de permettre le suivi. Et pourquoi j'ai dit, comme le président Frisch d'ailleurs, qu'il ne fallait pas faire de psychose sur ce sujet, parce que je crois que ça ne sert pas le pays, à l'évidence, de faire une grande publicité, et au contraire, on suscite des vocations, si j'ose dire. Mais le groupe Tarouera a rédigé cette semaine une proposition de résolution pour interdire l'entrée au fichier S et expulser ceux qui sont déjà là. Les élus du groupe demandent justement à l'État de prendre les mesures adéquates parce que la Polynésie n'a pas les moyens d'y faire face. La sénatrice Lana Tetuanui demande, elle, que l'état d'urgence, vous le savez, soit déclaré à Tahiti. Vous maintenez votre position ? L'état d'urgence à Tahiti, j'en ai reparlé avec la sénatrice. Je ne pense pas que pour l'économie qui est en train de reprendre, en particulier l'économie touristique, alors que franchement la justification n'existe pas, faire circuler sur le port de Tahiti une opération sentinelle avec des hommes en armes favoriserait grandement l'économie de ce territoire. Et les expulser ou leur interdire l'entrée? On a supprimé le bagne et la relégation il y a maintenant près d'un siècle. C'est pas pour le faire en sens inverse. Je pense qu'on a affaire à des Polynésiens et de ce point de vue, je suis totalement également en accord avec ce qui a été dit par le président Frisch récemment, à savoir que ce qu'il faut surtout, c'est pour les Polynésiens essayer, ce que j'ai demandé à l'administration pénitentiaire d'ailleurs, qu'ils rencontrent au maximum les pasteurs et les aumôniers de façon à ce qu'on les fasse revenir, parce que évidemment la Polynésie française est très éloignée de ce vecteur de haine que constitue le terrorisme. Du contrat de projet. René Vidal, l'aide financière de l'État en Polynésie s'élève à plus de 300 milliards en comptant les aides indirectes. C'est quasiment autant qu'en Guadeloupe où il y a pourtant 2 fois plus d'habitants. C'est suffisant, ce n'est pas assez pour faire face à la reconversion économique dont la Polynésie a besoin? Il faut se resituer également dans le triennal budgétaire de notre pays qui a imposé 29 milliards d'euros de baisse de dotation à la fois aux collectivités mais également dans les dépenses de l'État, dont 11 milliards d'ailleurs pour les seules collectivités. Dans ce contexte-là, préserver la dotation globale d'autonomie à la Polynésie, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On avait au primitif 2016, on avait 80 millions d'euros. On a réussi récemment à engager 4 millions supplémentaires, conformément à l'engagement du Premier ministre d'ailleurs, qui a été signé avec le président Frisch. Et aujourd'hui, on a annoncé une sanctuarisation à compter de 2017 à 90,5 milliards.
10 milliards 800 millions pour la DGA, c'est le montant exact pour la dotation globale d'autonomie, seront donc inscrits désormais dans le statut d'autonomie de la Polynésie en 2017. Au total, le montant de la dette nucléaire s'élève à 18 milliards par an. Pourquoi la dette de la France envers la Polynésie est-elle justifiée selon vous ? C'est un sujet évidemment sensible, la dette nucléaire. D'abord, la dette nucléaire, il faut se rappeler que la genèse de la DGA, c'était d'abord compenser la baisse des effectifs militaires, compenser la fermeture du centre d'expérimentation du Pacifique. Bref, c'était permettre à la Polynésie de continuer à avoir une économie qui fonctionne malgré la fermeture notamment du centre d'expérimentation. Alors évidemment, la dette nucléaire est importante parce que il faut qu'on puisse tout simplement accompagner les différents projets. Il y a des projets d'ailleurs, je pense au CRSD, qui constituent aussi une avancée importante et récente, puisque comme vous le savez, on vient d'engager 157 milliards. Il y a des projets qui se mettent en place dans les communes. Oui. Absolument, avec les 8 projets sur les 6 communes concernées par le CRSD. On vient de signer les conventions. Depuis 4 mois, je travaillais avec les services pour arriver à cette signature. Bref, il y a une importance à accompagner tous ces projets. C'est ce qu'on appelle la dette nucléaire, au fond. Ça n'est pas que l'argent, la dette nucléaire. C'est aussi la capacité de permettre à la Polynésie de se doter d'un certain nombre de moyens pour voir une perspective d'avenir excellente en matière d'économie. C'est pas forcément facile, mais comme vous l'avez dit, ce sont des sommes assez considérables qui sont versées par l'État. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de sanctuariser le maximum dans un contexte que je vous ai dit au départ, qui est un contexte de réduction des dotations aux collectivités au plan national. Alors la Polynésie a aussi besoin de se doter d'une meilleure éducation. Trop de décrochage scolaire et trop peu de jeunes qui poursuivent des études après le baccalauréat. Vous avez déclaré que l'éducation des enfants était l'investissement humain le plus essentiel pour la Polynésie, mais c'est déjà, on le sait, dans l'éducation que l'État investit le plus. Quelle est la solution pour que cela fonctionne mieux, selon vous ? Je pense que la déclaration que j'ai faite est complètement conforme à ce que nous essayons de faire. D'abord, je vous précise que la convention décennale, éducation nationale et pays, va être signée puisqu'elle a une échéance en 2017. Il nous faut la signer de 2017 à 2027. Elle va l'être. Les termes de cette convention ont été définis, discutés entre les services d'éducation nationale, Nicole Sanquer, moi-même, le vice-recteur. Et cette convention permet là aussi d'ouvrir une perspective en matière d'éducation des enfants polynésiens. Deuxième point, dans les accords de Papeete, qui là aussi vont être signés avant la fin de l'année, au mois de décembre sans doute, et je pense que j'aurai les textes à soumettre à la consultation des institutions du pays tout début novembre. On va avoir, comme d'ailleurs la loi sur l'égalité réelle le prévoit, des plans de convergence avec les collectivités d'outre-mer. Dans ce plan de convergence, l'éducation en Polynésie française a une double importance. Parce que c'est une singularité parmi les autres départements d'outre-mer. Absolument, puisque nous avons... Ça ne ressemble en rien aux autres départements, l'éducation. En rien, puisque nous avons une double égalité réelle à observer entre la métropole et la collectivité d'une part, et entre l'île centre et l'archipel centre et les autres archipels de la Polynésie française. On en est loin, pour l'instant, c'est possible C'est compliqué, et c'est une singularité vraiment qu'il faut expliquer souvent, et je le fais d'ailleurs, ne fût-ce que par le fait que des enfants de CM2 parfois sont dans des internats très éloignés de leurs parents, et je pense que la réussite scolaire dont vous parliez dépend quand même beaucoup, y compris du contexte affectif dans lequel, pour ces enfants, les études se passent. Et c'est tout ça que nous devons améliorer, y compris d'ailleurs, tout simplement, matériellement, avec des internats qui méritent la réhabilitation. Avec Nicole Sanquer, nous en parlons souvent. C'est ce contexte-là qui participe aussi de la réussite scolaire et de l'égalité entre les diplômes, et ce sur quoi et le pays et l'État a une attention toute particulière en Polynésie. Vous parliez des archipels éloignés. Dernière question, monsieur le haut-commissaire. Vous êtes allé dans les îles. Qu'avez-vous ressenti au contact des Polynésiens, loin des institutions? Ont-ils, selon vous, cette envie de partenariat avec l'État, celle que vous souhaitez? D'abord, ce que j'ai ressenti, c'est ce qui fait, de mon point de vue, l'âme polynésienne, c'est-à-dire cette chaleur, cette authenticité,
cette appropriation de la République d'une certaine façon. Je suis toujours très ému de voir des enfants des écoles chanter sans avoir de papier devant eux d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait trouver en métropole, la Marseillaise, l'hymne polynésien. C'est tout à fait touchant et je crois que elle est là, l'âme polynésienne. C'est une âme d'accueil, de chaleur, de sincérité. Et c'est ce qui, sans doute, m'a le plus touché, venant d'un département métropolitain, grande couronne parisienne, on va dire, qui est particulièrement en ce moment touché par le contexte national. Et je crois que ce que j'ai ressenti le plus dans les archipels, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le patrimoine culturel et humain de la Polynésie. René Midal, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.